Mais c'est pas parce qu'on fait cette interview que tu auras un financement à la fin. Merde. J'ai essayé. Bah écoute, merci Jérémy d'avoir accepté l'invitation. Alors dis-nous un petit peu ton parcours dans le monde bancaire, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bonjour Raphaël, merci. C'est moi qui vais te remercier pour l'invitation, puisque je suis passionné par mon métier et c'est important pour moi aussi de pouvoir diffuser, comme on est en train de le faire, la bonne parole, on va dire. Tu prêches. Exactement. Mon métier aujourd'hui, c'est que je suis conseiller professionnel. D'accord. Plus précisément, je suis conseiller dans le monde de la banque, Ouais. les conseillers qu'on voit en agence, et je m'occupe essentiellement des entreprises qui ont un chiffre d'affaires allant jusqu'à 1,5 million et des entrepreneurs individuels, voilà, dans leur ensemble. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est ta mission en tant que conseiller pour les professionnels et les investisseurs immobiliers? Comme le nom l'indique, Ouais. je conseille. On a parfois du mal à visualiser un peu le travail du banquier, Ouais. mais c'est purement un travail de conseil. On a souvent, enfin alors il y a une approche souvent qui est de un peu rendre le banquier secrétaire. On n'est pas des secrétaires, on est des conseillers. On peut apporter une plus-value à notre interlocuteur. Reste encore qu'il y ait cette envie de donner de la plus-value. Mais c'est ça, mon métier, c'est de donner de la plus-value à la personne qui va venir me rencontrer en rendez-vous. Donc en l'occurrence, les entrepreneurs et les professionnels. Dans l'ensemble, exactement. D'accord. On est amis, pour ceux qui ne savent pas, de longue date. On a fait les 400 coups, 401 plutôt. 401, oui. Après, je ne sais pas si toi, auparavant, tu as déjà eu du coup d'autres clients en location courte durée. Mais quand je suis venu vers toi, je t'ai démarché voilà, par rapport à ma société. Qu'est-ce que tu as pensé de mon dossier Qu'est-ce que tu as pensé de mon dossier, tout simplement? Alors, déjà, surpris agréablement, parce Ouais. que je sais que tu es un travailleur, et j'ai pu le voir aussi à travers les chiffres. Surpris aussi de la rigueur et de l'organisation que tu mets dans ton métier. Ok, merci. En fait, on a souvent l'impression que ce marché, ce secteur d'activité, est souvent géré par des opportunistes ou des gens qui veulent juste faire de la plus-value sur un bien, plus que la normale que sur la longue durée, par exemple. Et moi, j'ai vu, à travers le rendez-vous qu'on a fait ensemble, que tu avais une approche complètement différente sur le sujet de la location de courte durée, qui est de vraiment, on va dire, formaliser ce secteur d'activité à travers ton entreprise, quoi. D'accord. Et donc, oui, c'est ce que tu as pensé. Tu t'es dit que donc, c'était une belle opportunité ou un bon secteur sur lequel évoluer. Eh ben justement, toi, tu m'as fait voir ce secteur d'activité un peu moins comme une opportunité, mais plus comme, vraiment une entreprise. D'accord. Parce que vous avez l'habitude de recevoir du coup des personnes en courte durée ou qui font du Airbnb, comme peut-être c'est ce que vous dites. C'est ce que vous disiez ou... Alors, on n'a pas l'habitude de recevoir ce type de profil parce qu'en fait, souvent, les clients... Alors là, je vais partir plus sur mon expérience sur le particulier. Parce qu'en fait, dans le métier de la banque, on part sur, avant d'être conseiller professionnel, il faut avoir vécu un peu sur le marché des particuliers. Il faut être confirmé sur le marché des particuliers pour pouvoir envisager d'avancer sur le métier de conseiller professionnel. Et si tu veux, on n'a pas l'habitude d'être approché par des personnes qui veulent vraiment formaliser ce secteur d'activité comme tu l'as fait, mais plus par des gens qui font du one-shot. Donc, on va avoir souvent le particulier qui a vu l'opportunité d'avoir un petit logement pas cher avec des travaux et qui se dit, bah, allez, je vais faire du Airbnb, où il va en faire 1, 2, 3. Et puis souvent, comme il multiplie les partenaires bancaires, du coup, nous, on sait qu'une façade de ce qu'il a.
Ok, Voilà. d'accord. Donc, sois honnête, voilà. Pour un entrepreneur... Que de l'honnêteté ce soir. Que de l'honnêteté, on dit. Donc, pour un entrepreneur qui te parle de location ou qui vous parle de location courte durée, les banques se méfient ou est-ce qu'elles ont tendance à s'ouvrir un petit peu? Très bonne question parce que aujourd'hui, on est dans un tournant, je pense, du monde de la banque. Ouais, Ce secteur d'activité est en train de prendre un virage parce qu'aujourd'hui, la banque subit énormément de fraude. ok, L'aspect réglementaire aussi, le gouvernement resserre les choses, les autorités, type autorité des marchés financiers, resserrent les choses de manière à ce que l'établissement bancaire puisse être en mesure de faire face à ça. Et donc, du coup, il y a un vrai sujet de méfiance par rapport aux interlocuteurs, ouais, que ce soit sur le particulier, sur le professionnel. Je vais te dire que pour avoir une vision marché, et c'est ce que je souhaite absolument donner dans mon discours aussi, c'est qu'on ait une vision marché. Parmi les partenaires bancaires, tu vas avoir des banques qui ont des valeurs. Il y en a beaucoup. C'est les banques qui ont des valeurs, elles vont être aussi méfiantes parce qu'en fait, on va dire que la location courte durée, c'est très assimilé à être marchand de sommeil. ok, Et donc, une banque qui a certaines valeurs à défendre, une certaine éthique, elle ne voudra pas forcément suivre un entrepreneur ouais. qui est sur ce secteur d'activité-là. D'accord, donc que ce soit le sous-location, conciergerie, etc., c'est vraiment tout. Exactement. Alors, là où tu peux être différenciant dans ton approche par rapport aux partenaires bancaires, c'est la qualité de ton expérience, Oui, comment tu vas vendre en fait ton CV, ton expérience auprès de ton interlocuteur, parce qu'en fait, le banquier, hein, c'est un être humain, relation humaine purement. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'approche mon métier. ouais, On est en one-to-one en rendez-vous. Et en fait, quand on est en one-to-one en rendez-vous, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais analyser aussi ta communication non verbale, ton organisation, comment tu as préparé le rendez-vous et la structure que tu as fait autour de ton objectif, quoi. Qu'est-ce que tu veux de moi et comment tu le structures. ok, Donc ça, comment tu vas le structurer, ça va me convaincre aussi, parce que ça c'est important de convaincre aussi ton interlocuteur, ouais. Ça va me convaincre aussi de te défendre auprès de mon établissement. d'accord. Et du coup, comment une banque analyse une société de location courte durée, exactement? On va analyser, de toute façon, on va analyser toutes les sociétés de la même manière. Ok. D'accord. L'analyse financière a un gros poids. Non, elle a un gros poids quand on parle d'entreprise, de société. L'analyse financière, on va dire que les chiffres ont un gros poids. Déjà, il y a aborder en tant que client ou en tant que prospect. Donc, quand on est prospect, déjà, on a un petit retard parce que on ne connaît pas du tout la personne qu'on a en face et donc ni la société, la personne morale. Et donc, il va falloir faire un travail de SAP pour aller chercher vraiment dans le fond l'existence de cette société. D'accord. Tu peux me répéter ta question, Raph ? Alors, la question, c'est comment une banque analyse-t-elle une société de location courte durée ? Donc, comme je te disais, donc on analyse toutes les sociétés de la même façon. Donc, il y aura la partie analyse financière, les chiffres tout simplement. Donc, il y a des chiffres clés, clairement. L'excédent brut d'exploitation, la capacité d'autofinancement, le résultat net, ouais. le chiffre d'affaires. Ça, c'est, je pense, des points clés que l'entrepreneur doit connaître. Et c'est vrai que dans mon métier, je sens que l'entrepreneur, il est tellement pris dans son activité que la partie comptable, il paye quelqu'un pour ça, mais en fait, le comptable, il ne va pas venir à la banque pour défendre ton dossier. Ouais. Donc, il faut avoir ce petit recul de se dire, il faut que je maîtrise ma comptabilité. Et pour être totalement transparent avec toi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont ce petit vernis au niveau de la compta. Ok. Et il y en a déjà qui sont venus t'approcher ou des collègues avec leur comptable justement pour défendre leur dossier? Ça arrive bien sûr. Ah, donc tu peux le faire? Alors ça arrive, tu peux le faire. Moi aussi, en tant que conseiller, je peux demander à voir le comptable. Okay. Parce que quand je vois que l'entrepreneur, il peut
pas forcément, il a mis ça de côté, mais qu'il y a du potentiel, il y a une structure. Lui, dans son métier, en fait, il me montre qu'il y a de la qualité. Ben, on va lui demander juste de nous ramener l'interlocuteur, l'interlocuteur comptable, pour pouvoir valider la partie financière. Voilà, si on a des questions. Ok. Et justement, quelles sont les erreurs courantes que les professionnels, là, que ce soit en location courte durée ou pas, font justement et se voient justement à travers ces erreurs-là, se voient refuser un prêt? Alors je dirais que les erreurs courantes qui sont faites, c'est, je dirais premièrement, dans l'approche. Ok. L'approche du partenaire bancaire. Souvent, on va avoir l'entrepreneur qui vient pour demander quelque chose et qui attend à ce qu'il y ait un oui forcément derrière. Sans connaître forcément quelles sont à moi ou à mon établissement mes exigences pour répondre ce oui. Donc on vient, tu vas avoir un entrepreneur qui vient, qui va te dire il me faut 20 000 euros, il me faut un prêt de 20 000 euros, d'accord? Mais est-ce que ton bilan comptable le permet? Est-ce que tu viens avec un prévisionnel? Est-ce que tu viens pour me dire que ces 20 000 euros vont te rapporter une plus-value sur ton activité future? Est-ce que tu viens... alors, il y a ce côté vraiment positif d'aller sur l'activité future, mais ou est-ce que tu viens juste pour retirer une plus-value, toi, de ta société pour toi à titre personnel? Donc, tu vois, déjà, quand on a des entrepreneurs qui sont dans cette approche, on a une petite méfiance. Voilà. Donc, nous, on veut vraiment que l'entrepreneur, il ait une approche saine pour sa société. Ouais. Et dans son discours qu'il soit dans ce sujet, d'être vraiment dans une approche saine de sa société. Voilà. D'accord. Quel type de financement que personne ne pense à demander, mais qui peut du coup marcher pour la location courte durée? Alors, premier financement. Voilà. Des fois, on ne pense pas que c'est un financement, mais l'autorisation de découvert, c'est un financement. Ok. Ouais, c'est un crédit. On le paye. Il y a un taux d'intérêt dessus. Et donc, déjà, l'autorisation de découvert, elle peut faciliter pas mal la gestion du quotidien. D'accord. Et ça va jusqu'à combien? Ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais sur un professionnel, on peut aller sur des montants importants. Ok. On peut aller sur des montants importants. Je ne vais pas te donner de chiffres pour des soucis de confidentialité, mais on peut aller sur des montants importants, mais ça va être un montant qui va être défini en fonction du potentiel et des chiffres de la société. De la société, voilà, ok. Exactement. Donc, je vais prendre... pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà. Non, tu m'as pas coupé, mais l'autorisation de découvert, déjà très banale. On l'a à titre particulier, pourquoi on ne l'aurait pas à titre professionnel? Ça aide à la gestion quotidienne. Attention, autorisation de découvert ne veut pas dire je reste tout le temps à découvert. Le 0, c'est le 0. Le moins, c'est le moins. Le moins, c'est négatif. Il ne faut pas rester trop longtemps à découvert. Donc, notamment, il y a un seuil en banque qui est très important de savoir, et ça, je vais le dire même à titre particulier et professionnel, c'est qu'au-delà de 20 jours, c'est pas bien d'être à découvert. Okay. Donc il faut vraiment se dire que le découvert, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un prêt, si vraiment je reste longtemps à découvert, c'est que j'ai pas pris le bon produit, le bon financement. C'est qu'il me fallait un prêt, un vrai prêt, quoi. Donc il y a l'autorisation de découvert. On a des prêts court terme aussi. Donc le court terme, il va pallier aux besoins vraiment qui est sur du court terme, comme son nom l'indique. Il y a des prêts court terme et du moyen terme. On a aussi du leasing. Donc le leasing, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec un partenaire qui est soit dans le groupe bancaire, soit en général dans le groupe bancaire. Je m'arrête là. Et donc qui est souvent très facile de faire. Puisque en fait, sur l'aspect société, quand on gère une société, avoir un leasing, ça tombe sous le sens. Ça fait partie des charges de la société. Ouais. C'est comme un loyer. J'ai mon local commercial, je paye mon loyer. J'ai une voiture, j'ai besoin de la voiture pour mon activité. Hop, je fais un leasing. Donc voilà, il y a très peu de risques pour la banque. Donc on y va à fond, ça. Sur le leasing, on peut y aller.
il faut qu'il y ait une cohérence toujours avec l'activité. Si je me prends une Rolex, une Rolex pour dire. Ouais, voilà, exactement. Ou si je me prends un GLE alors que je fais de la location courte durée, bon, on sent là déjà, le conseiller il va se dire mais monsieur, voilà, restons. Mais c'est ma voiture de fonction, monsieur. Je l'utilise en tant que, je sais pas, ma petite camionnette, mon fourgon. Ça peut arriver, hein, mais on finance des grosses voitures des fois pour les entrepreneurs. Mais là, on va dire, on n'est plus au stade de l'entrepreneur, on est au stade du gérant, du président d'une grosse société, quoi. D'une moyenne entreprise, quoi. Ok. Voilà. Donc pas d'autres, t'as peut-être d'autres. Non, alors il y a la question de la trésorerie. On a souvent cette question, le client qui se présente et qui te dit, ben voilà, je vais avoir un petit trou dans ma trésorerie et j'aimerais bien avoir 10 000 euros sur mon compte cash. J'ai pas la vision marché, mais moi dans les établissements bancaires que j'ai fréquentés, la trésorerie c'est niette. Voilà. Il faut absolument que quand on demande un financement, ce soit adossé à un projet ou à quelque chose de concret. Il y a un investissement derrière. Des travaux, l'achat d'un nouveau logiciel, une restructuration commerciale, le recrutement d'un salarié, pas le salaire d'un salarié. Ouais. C'est quoi la différence, le recrutement d'un salarié? Alors, le recrutement d'un salarié, c'est tous les coûts qui sont assujettis au recrutement. Donc, recherche du salarié, son intégration, nouveau PC, son bureau, toutes ces choses-là. Par contre, on ne va pas payer le salarié à la place de l'entreprise, on ne va pas avancer le salaire du salarié. Parce que le salarié doit logiquement intégrer un prévisionnel d'activité. On dit, je vais recruter ce salarié parce que il va me permettre de développer mon activité. Donc en fait, le salaire, je dois forcément l'absorber grâce à sa venue, quoi. Ok. Voilà. Voilà, en gros, ce que je pourrais te dire. Ok. Comment présenter un business plan crédible à une banque? Un business plan crédible. Voilà. Donc si, on va dire, je pars de zéro et je veux, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'ils veulent se lancer dans la location courte durée, mais ils veulent un financement à la banque et du coup, ils apportent un business plan. Je vais être un peu macro. Ok. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, la réussite, elle n'intervient que quand on sait s'entourer des bonnes personnes. Et donc, par s'entourer des bonnes personnes, j'entends le conseiller qu'on a en face de soi. Donc déjà, analyser est-ce que le conseiller est passionné par son métier et a envie de faire son métier. Ouais. Mais surtout, interne à l'entreprise, le comptable. Moi, quand je tombe des nues, quand j'ai des comptables qui me publient des bilans comptables, j'ai aujourd'hui des entreprises que je gère où le bilan comptable n'est toujours pas fait. Ouais. De 2024. On est en fin 2025. Donc on est obligé d'envoyer des courriers d'alerte, puisqu'en fait on a cette obligation de donner tous les ans les liasses fiscales à la banque. Nous on a cette obligation aussi au niveau des autorités de justifier qu'on a bien vos liasses fiscales. Et donc le comptable qui ne vous a pas donné vos liasses fiscales à l'heure, qu'il a un petit retard, je peux comprendre, mais s'il ne vous les donne jamais à l'heure chaque année, à un moment il faut se poser des questions. Voilà. Okay. Donc, je jette pas la pierre aux comptables. Je sais très bien qu'ils ont beaucoup de travail. Mais souvent, le retard du comptable, il est dû aussi au manque d'organisation de l'entrepreneur. Okay. Donc, si j'envoie mes notes de frais, les relevés de compte en août, je suis déjà très en retard parce qu'en fait, moi, mes liasses fiscales, elles doivent être faites fin juin, quoi. Ouais, mais là, je te parle, par exemple, si quelqu'un veut débuter, donc ça veut dire qu'il n'a même pas encore de note de frais, ni rien du tout. Ouais. Donc, comment présenter un business plan crédible à la banque? S'attacher un bon comptable. Ah ouais? Ouais, alors, il y a Je pensais que c'était, tu vois, comme on a fait à UCB, donc c'est l'université en Angleterre, je
pensais qu'il fallait monter un dossier, etc. Alors oui, clairement. Alors clairement, le comptable, il va pas tout faire, mais le comptable, il maîtrise les chiffres. Donc si toi, tu maîtrises les chiffres, tu peux monter ton dossier. Ok. Alors clairement... Donc ça veut dire, excuse-moi de te couper, faut prendre un comptable en amont ou en même temps que... En amont. Ouais. En amont. Alors le comptable, dans ta création d'entreprise, déjà, il va t'aider à rédiger tes statuts. Ouais. Il va peut-être te donner un peu les étapes pour obtenir ton cabis, pour te prémunir déjà de tous les risques qu'il y a dans le montage de ta société. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, il a, lui, la capacité de te faire un prévisionnel en fonction de la vision marché. Okay. Alors après, toi, tu es censé communiquer avec lui pour lui donner ta vision marché. Donc toi, tu as un vrai travail marché, commercial, lui expliquer comment toi, tu vas organiser les choses pour faire de la plus-value sur ta société. Parce que faut pas l'oublier, hein, quand on monte une société, l'objectif, c'est de faire de la plus-value. Et donc voilà, avoir un bon partenaire au niveau comptabilité et aussi être investi et structuré administrativement sur le montage de son dossier, c'est important. Ok. Voilà. Merci. Donc, si je gère 10 appartements aujourd'hui en sous-location ou en conciergerie, est-ce que la banque peut ou voudrait me suivre? Alors, quand tu dis te suivre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire me suivre dans un financement, potentiellement. Dans un financement. Un financement, pourquoi? Pour justement développer mon activité, pour avoir d'autres biens. Qu'est-ce que tu veux financer? Je vais prendre mon cas. On est en rendez-vous, là, je te pose des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Par exemple, là, j'ai un challenge de 100 appartements. Oui. Si, voilà, je suis un petit peu short sur la trésorerie et que je veux grandir, etc., comment ça se passe? Est-ce que la banque va me suivre? Alors, c'est une question auquel personne ne peut répondre, ça. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... Le conseiller, quand vous venez le voir en rendez-vous, il ne peut pas vous dire « oui, je vais vous suivre ». Okay. En fait, on a des exigences, on a des obligations, on a pas mal de choses. En fait, on n'a pas forcément tous les pouvoirs, nous, à notre bureau pour décider forcément de ce que vous nous demandez, du financement qui va être demandé. Et si tu veux, demain, si tu viens me voir, déjà, il y aura l'approche, est-ce que tu es déjà client ou est-ce que tu es prospect? Okay. Donc déjà, si tu es client, c'est très important. Comment tu vis au sein de l'établissement? Est-ce que tu as coché toutes les cases qu'il faut cocher? Donc, je pense qu'il est important déjà dans ton approche en tant qu'entrepreneur de savoir, moi, en tant que conseiller, qu'est-ce qui me fait vivre? Quels sont mes incentives? Qu'est-ce qu'on va me demander, moi, en tant que conseiller, d'aller chercher en termes de chiffres? Puisqu'on est des conseillers, en effet, mais on a des objectifs. Donc, est-ce que toi, tu peux m'aider à aller atteindre mes objectifs? Ok. Voilà. Donc, en général, en fait, ce que j'adore dans le monde de la banque, c'est que on vend que des choses qui sont bonnes pour l'interlocuteur, pour le client. Je vais te dire, hein, tout simplement, dans ta première approche, en tant que client déjà, cocher les cases, pour moi, ça veut dire, déjà, est-ce que tu fais de l'épargne? Est-ce que tu gères bien ton compte? Est-ce que tu as eu des incidents depuis que tu es client? Ça, c'est en tant que particulier ou vraiment en tant que pro? Les deux. Les deux? Les deux, exactement, les deux. Donc déjà, si tu as eu des incidents hier, viens pas me demander aujourd'hui de t'accompagner sur quoi que ce soit. Puisque déjà, il faut que tu montres que tu as une gestion saine. Ça, c'est un mot qui revient souvent en banque. Est-ce qu'il y a une gestion saine du compte? Voilà. Cocher des cases, moi j'appelle ça cocher des cases, c'est est-ce que je travaille sur tous les sujets avec mon partenaire, mon établissement bancaire? Donc notamment, déjà il y a l'épargne, hein, tout simplement, la banque elle propose des produits d'épargne, ils sont pour la plupart gratuits, donc c'est de l'argent qu'on met de côté, on vous ouvre une ligne sur votre compte, c'est de l'argent qu'on met de côté, c'est de la plus-value pour la gestion, la gestion saine justement du compte. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi j'ai juste un compte, par exemple, alors que j'ai une société qui tourne bien? Pourquoi on ne fait pas d'épargne? Donc, s'intéresser à ces sujets-là. On a des banques qui sont mutualistes et donc qui prônent le sociétariat. Le sociétariat, c'est le fait de rentrer dans le capital de la banque à travers des parts sociales.
Donc, acquérir quelque part social pour avoir ce statut de sociétaire, c'est important. Ça veut dire qu'on vit vraiment avec notre partenaire bancaire et qu'on veut savoir ses actualités, qu'on est intégré, on veut vraiment, on est vraiment en partenariat. Voilà. Il y a ce sujet-là. Il y a aussi les assurances. Hein, la prévoyance, les assurances. Si je suis chez tel partenaire bancaire qui propose des assurances et que du coup toutes mes assurances elles sont chez un assureur, j'ai le droit par contre. Mais encore une fois, je dis, quand on présente une copie où on travaille sur tous les sujets avec la banque elle a envie de vous suivre puisque vous la suivez. Ouais. Donc c'est le plus important. Et c'est dans toutes les relations, c'est comme ça. Vous le savez mieux que nous, les entrepreneurs, c'est que on est toujours dans du donnant ou du gagnant-gagnant. Avec les fournisseurs, avec les clients, toujours. La banque, ça fonctionne un peu pareil. Sauf que nous, on est conseillés et on n'est pas censé mettre ça en avant. Ok, voilà. D'accord. Donc tu nous donnerais comme conseil, avant d'aller démarcher d'autres banques, si on est particulier, d'aller directement se diriger vers notre banque. Oui, déjà, alors là tu parles du particulier qui va monter sa société. Voilà, exactement. Oui, démarcher sa banque, déjà c'est très bien. Ok. C'est très bien. J'ai une bonne gestion de mon compte particulier, je monte ma société, monsieur, bien sûr, allons-y. Okay. Je vous accompagne, ça fait 10 ans que vous êtes chez nous, j'ai pas de soucis, j'ai pas de sujet, allons-y, fonçons, je vous accompagne. Et donc moi d'ailleurs j'ai souvent ce discours-là de dire, il y a de l'ancienneté, on y va. Ouais. On est là pour... les moments de vie à la banque, c'est très important. Donc nous, on est censé accompagner le client sur toute sa vie. Ok. C'est ça le principe. Hein. Donc après, comme je dis, ça dépend des valeurs et des orientations stratégiques des banques. Hein. Mais on est censé accompagner le client sur tous ses moments de vie. Naissance, société, décès, mariage... les bons comme les mauvais. Ok. Voilà. D'accord, merci. Et du coup, quel ratio financier la banque vous regardez avant de dire oui à un dossier? Donc, est-ce qu'il y a le cash flow, rentabilité, un petit peu tout? Je te laisse m'expliquer. On regarde un peu tout. Ouais. On regarde un peu tout. On va dire que quand même, il y a des points qui sont importants, comme le résultat de l'année précédente. Ouais. On va quand même avoir un recul sur 2 ou 3 ans, en fonction de l'ancienneté de la société. Et en fait, si sur 3 ans, par exemple, j'ai un excédent brut d'exploitation qui est correct, j'ai un résultat qui est correct, mais par contre j'ai des dettes fournisseurs un peu élevées, on va juste poser des questions. Après, c'est la capacité du client à répondre à ces questions. Et comme je dis, encore une fois, avoir le partenaire comptable pour lui demander de justifier pourquoi, par exemple, sur ce point-là, on est un peu en deçà. C'est important, quoi. D'accord. Et du coup, comment on bâtit une relation de confiance long terme avec sa banque en tant qu'entrepreneur? C'est exactement ce que je viens de dire. Alors là, clairement. Déjà, il y a plusieurs... Enfin, c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a plusieurs approches. Ouais. Tu as l'exemple du client qui, quel qu'en soit l'interlocuteur qu'il a en face, quel qu'en soit le conseiller, quel qu'en soit le directeur, quel qu'en soit... Il reste dans son agence et il est fidèle à son agence. Être bien avec sa banque, c'est aussi faire preuve de patience, comprendre un peu quelles sont les exigences, les attentes, les contraintes de sa banque, ouais. Son orientation stratégique, et savoir si ça matche aussi avec vous. Donc si ça ne matche pas, il faut peut-être changer de partenaire bancaire. Ça, tu peux nous donner un exemple quand tu dis... Ça va être dur de donner des exemples, parce que j'ai une clause de confidentialité aussi qui me permet pas de donner des exemples concrets, mais on a des partenaires bancaires qui comme je t'ai dit tout à l'heure, qui en fait vont t'accompagner sur tous les moments de vie. Ceux-là, c'est plus facile d'être fidèle que certains autres partenaires bancaires qui ont, eux, plus une approche commerciale de la banque et qui vont plus dérouler le tapis rouge aux nouveaux clients. Ah, d'accord, ok. Et moins entretenir les clients qui sont déjà sur place.
Ok. Voilà. Donc, vous avez des partenaires bancaires qui déroulent le tapis quand un prospect vient demander un financement, parce que quand on fait un financement, il y a, on peut tout de suite dire au client voilà, qu'il y a des cases à cocher. Donc, les cases à cocher que je vous ai Ouais. dit tout à l'heure, épargne, assurance, tout ça. Le client se retrouve, enfin, le prospect se retrouve dans une situation où je veux mon financement, donc Ouais, je coche je vais toutes les jouer le cases. jeu, Ouais, ouais. exactement. Et par contre, le client qui demande le financement, il a déjà coché les cases, donc il ne va pas m'apporter forcément de plus-value, Ouais. puisqu'il est déjà là. Donc si je lui dis non, il y a peut-être des chances qu'il reste là. Ouais, Tu vois, donc ouais, bon, c'est pas grave. ouais. On va aller chercher celui qui va m'apporter de la plus-value tout de suite, quoi. Ok. Ouais, Donc, donc voilà, malheureusement, il y a des banques qui s'orientent comme ça. Euh, Ça, c'est ma vision à moi, en tout cas, des choses, hein. Euh, Après, en termes de ratio, je ne sais pas, mais je pense que on est quand même en France bien loti au niveau des établissements bancaires. On a quand même une approche parce que, parce que on a, la déontologie, elle est très très forte. On a des obligations de conseil, on a des obligations de transparence envers les clients qui font que on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Euh, donc voilà. d'accord. Et au niveau des statuts juridiques, qu'est-ce que la banque préfère pour la LCD, du coup? Alors, les formes juridiques, on préfère rien du tout, nous. Ah ouais? Ah non, on n'a pas de préférence particulière. Si demain tu viens me voir en tant qu'entrepreneur individuel, ça me va très bien. Ouais. Tu viens me voir en société par action simplifiée, une SAS, avec 2 associés, ça me va très bien. Tu viens me voir en SASU, ça me va très bien. On va être plus en SARL aussi, ça me va très bien. Euh, En fait, on va être plus. La forme juridique doit être en cohérence, en concordance en tout cas avec l'objet social de l'entreprise, son Ok. activité, et les associés aussi. Est-ce que je mets un associé juste comment dire, par facilité, enfin pas par facilité, mais comment on peut dire ça, par convenience, tu vois, je mets un associé juste pour le mettre là, Ouais. ou est-ce qu'il va être vraiment associé? Est-ce qu'il va Est-ce vraiment qu'il va... apporter Ok. quelque chose? Il y a une chose, par exemple, sur lesquelles les banques luttent énormément, c'est les gérants de paille. Donc, par exemple, j'ouvre une société, vous avez quelqu'un qui a peut-être un passif un peu douteux avec les établissements bancaires, et en fait, il met quelqu'un... Il va mettre sa mère ou un truc comme ça. Exactement. Où lui va se mettre juste en associé, puis il va mettre une autre personne en président. Ouais. Donc ça, c'est le conseiller aussi qui doit détecter ces choses-là. Et moi, je déconseille complètement de s'associer avec quelqu'un sur une entreprise qui a un passif douteux, quoi. Ouais. Ou qui se sert de vous pour... voilà. Tant que les choses sont clean, voilà, aujourd'hui, quelle qu'en soit la forme juridique de l'entreprise, il y a des lois autour des formes juridiques, il y a un patrimoine qui est protégé ou pas. Euh, euh, donc, nous, on suit, peu importe la forme juridique, il faut juste qu'elle soit en cohérence avec l'activité. Merci. Alors toi, dis-moi, en tant que conseiller, tu préfères quoi? Un client qui vient avec 100 000 euros sur son compte, cash, ou 100 000 euros de CA bien géré? Ah, alors là, je préfère rien du tout, moi. Alors moi, en tant que conseiller, je veux juste que le compte il soit géré. Alors, on parle bien d'un client, je veux que le compte il soit géré de manière saine. D'accord. Euh, Qu'il ait du cash flow, c'est une plus-value. Parce que ça veut dire qu'on a quand même une garantie avec l'argent qui est sur le compte. Une garantie que si demain, si tu viens me demander un financement et que tu as 100 000 euros sur ton compte, à tout moment, je peux rembourser en anticipé, par exemple, le financement. Si tu me demandes moins de 100 000 euros, ça permet quand même d'avoir une garantie solide, la trésorerie. Ouais. Voilà, après, ça demande une analyse, hein, parce que j'ai 100 000 euros de trésorerie, mais mais j'ai 100 000 euros de dette fournisseur sur mon bilan comptable de l'année dernière, et je les ai toujours pas réglés. C'est comme si j'avais pas de trésorerie, Ouais, quoi. ouais. Voilà, donc, voilà, il n'y a pas de préférence. On va dire que vraiment, l'approche du conseiller, elle va être dans le prévisionnel, comment on va pouvoir apporter de la plus-value et surtout la maîtrise des risques. Ouais. La maîtrise des risques, c'est un vrai sujet en banque. C'est un vrai, vrai sujet. Et le client,
L'entrepreneur, quand il vient me voir, lui, la maîtrise des risques, c'est pas son sujet. Ouais. Plus que lui, s'il vient, C'est parce qu'il prend des risques. il prend des risques, Ouais, exactement. Et nous, notre métier, c'est tout le contraire. C'est justement maîtriser le risque et être sûr que quand je vais prêter cet argent à l'entrepreneur, l'argent va revenir. Ok. Donc, il faut le savoir, hein, quand on fait un financement, il y a des garanties derrière. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de jouer le jeu sur les garanties. Vous êtes déjà propriétaire, nous, on va prendre une garantie sur une caution personnelle qui va dire que si demain, vous ne remboursez pas le prêt, on va peut-être saisir des petites choses ou des grosses choses. Après, il y a des garanties aussi, il y a des garanties privées. Donc la garantie privée, avant d'aller piocher normalement chez vous, la garantie privée, elle va vous couvrir sur soit une partie du financement, soit sur la totalité du financement. Si vous arrive quelque chose demain sur le financement, c'est important de le dire. Très important parce que c'est vrai que souvent, quand un entrepreneur vient demander un financement, il veut son prêt, il veut la trésorerie, ou il veut, enfin pas la trésorerie, puisqu'on ne fait pas de trésorerie, je le rappelle, mais il veut son projet, quoi. Ouais. Il veut que son projet se réalise, et du coup, il veut aussi que ça coûte le moins cher possible. Et l'assurance emprunteur, ça s'appelle, c'est l'assurance du prêt. C'est ce qui va dire que si demain il arrive quelque chose à l'entrepreneur, l'assurance, elle va prendre en charge le remboursement du prêt. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Et donc, il faut vraiment pas mettre de côté ces sujets-là. C'est vrai que souvent, l'entrepreneur, il est... Voilà, quoi. Il veut prendre son risque, il veut que ça aille vite et tout. Guidon, oui, voilà, tête dans le guidon. Mais ces sujets-là, ils sont super importants, quoi. Okay. Mais j'ai un ami avec qui j'ai déjeuné il y a quelques jours. Et je lui ai dit justement que je faisais un épisode avec toi. Ouais. Et il m'a demandé une question très pertinente, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs. Et il me demande, est-ce qu'un entrepreneur sans fiche de paye a encore des chances pour obtenir un prêt immobilier? Si oui, comment? Alors, oui, il a encore des chances. D'accord. Il a encore des chances, il n'y a aucun sujet là-dessus. En fait, il y a 2 statuts quand je suis entrepreneur. Ouais. Alors, déjà, il y a... Alors, juste pour resituer, quand on dit entrepreneur, on est bien d'accord qu'on parle de gérant d'entreprise, d'entrepreneur individuel, tout type de forme juridique possible. Voilà. D'accord? Puisqu'en fait, quand on dit entrepreneur, on parle d'entrepreneur individuel, mais là, on parle si j'ai bien compris, Raphaël, toi, tu parles dans tout type d'entreprise possible. C'est ça, oui. Donc, que je sois président d'entreprise, gérant d'entreprise ou entrepreneur individuel, il y a parfois 2 statuts possibles, des fois qu'un seul. Par exemple, je peux être travailleur salarié, donc me faire des fiches de paye, ou je peux être travailleur non salarié. Donc travailleur non salarié, ça aussi dans l'analyse financière, ça va être important de savoir que l'entrepreneur, d'accord, l'entreprise elle est en bonne santé, mais aussi qu'il se paye. Parce qu'il faut qu'il vive l'entrepreneur. Donc s'il ne se paye pas, on va aller fouiller pour savoir comment il vit, quoi. Enfin, fouiller, on va lui demander plutôt. Excusez-moi, on ne fouille pas, mais on va aller lui demander. Et donc, je peux ne pas avoir de fiche de paye et me faire des prélèvements tous les ans. Donc, par exemple, j'ai un exemple concret. Hein, j'ai un client qui, lui, se sort 30 000 € tous les ans. C'est ses dividendes? C'est ce qu'on peut appeler les dividendes. Okay. On appelle ça un prélèvement d'associé. Okay. C'est ce qu'on peut appeler ses dividendes. Ça va être l'équivalent de son salaire, en fait, tout simplement. Sur un entrepreneur individuel, tout le chiffre d'affaires qu'il a, enfin, le résultat de son exercice va être considéré comme ses salaires. Okay. Voilà. Donc, on peut en effet toujours avoir accès au prêt immobilier sans avoir de fiche de paye. Il n'y a aucun sujet là-dessus, puisqu'on a 2 modes de vie pour les entrepreneurs, avec fiche de paye ou sans fiche de paye. L'un n'est pas plus pénalisant que l'autre. Alors, c'est plus facile pour le conseiller d'avoir des fiches de paye. C'est plus facile, ça demande moins d'analyse. J'ai 3 derniers bulletins de paye. Je regarde sur les 2-3 dernières années si mon entrepreneur s'est bien payé de la même façon. Et je peux y aller. C'est plus facile de lecture. Alors que les prélèvements, moi, mon cas où le client fait 30 000 tous les ans, c'est très rare. Hein. Des fois, il fait 7 500 en avril, il prend 1 000 en juillet parce qu'il y a une urgence, il prend 2 000 là. Et là, c'est plus difficile à lire pour le conseiller.
Il y a une vraie analyse derrière. Et puis souvent, l'entrepreneur, il ne se rappelle pas qu'il a sorti 2000 en juillet. Donc, on va dire que la fiche de paye, c'est un avantage pour la lecture du dossier. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Mais ce n'est pas un inconvénient d'être travailleur non salarié. Donc, en tant qu'entrepreneur, en LCD, comment bien gérer sa trésorerie? Donc, c'est-à-dire les encaissements, les saisonnalités, le taux de... les frais, les taxes, etc. Le conseiller, il peut vous mettre en place des choses qui vont vous permettre de gérer la trésorerie. Mais il ne pourra pas la gérer à la place de l'entrepreneur. Ok. D'accord? Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, quelles choses il pourrait mettre en place? Comme j'ai dit tout à l'heure, l'épargne, par exemple. L'épargne, c'est un sujet. On ouvre un compte épargne. Moi, c'est quelque chose que je banalise avec mes clients. J'ai un compte épargne, il est gratuit. Il vous donne des intérêts créditeurs. Les intérêts créditeurs, c'est pas... on ne va pas faire fortune avec. Ça reste un avantage. Ça peut couvrir certains frais, les frais bancaires notamment. Pour moi, c'est plus un compte de gestion. Ça, c'est mon approche en tant que conseiller. Donc, c'est comme ça que moi, je vais le conseiller à mon client. C'est un compte de gestion qui va permettre de dire, alors je donne là, tu m'as parlé de la location courte durée. Allez, on va parler de la location courte durée clairement. Toi, ton challenge de 100 appartements, par exemple. Ouais. Voilà. J'imagine que tu as des cautions à payer. Oui. Tout à fait. Et c'est un sujet. C'est un gros sujet, ouais. Voilà, les cautions à payer, ça doit être 1, 2, 3 mois de loyer des fois. Généralement, je suis sur 1. Je tourne à 1 mois de loyer. 1 mois de loyer, tant mieux. Des fois, tu dois avoir des gros loyers. Donne-moi un exemple, par exemple, le plus gros loyer que tu aies. Un exemple concret, le plus gros, il tourne à 3 000. Voilà. Donc là, tu as 3 000 euros à sortir. C'est ça. Plus la caution, ça fait 6. Voilà, donc tu as 6 000 euros à sortir, l'appartement il va rentrer le mois prochain, tu es d'accord avec le propriétaire, tu as signé ton contrat, il faut que tu sortes les 6 000 tout de suite. Ok, tu as les 6 000 sur ton compte, tu n'en as pas besoin. Tu as un compte épargne, tu mets les 6 000 sur ton compte épargne, tu les oublies et tu gères ta trésorerie sur ton compte au day-to-day, sans compter sur ces 6 000 qui sont déjà de côté. Okay. Donc ça, c'est une gestion plutôt simple. Hein. Ça paraît logique. Hein. C'est comme j'ai mon livret A en tant que particulier, je pars en vacances l'été prochain, je prépare mes vacances, il y a 2 enfants, on est en couple, il y a 6 000 euros de vacances, je mets tout sur mon livret A, j'attends les vacances et puis je dépense mes billets d'avion en avril, juste avant l'été. Et je prépare bien mes vacances juste avant l'été. C'est déjà de l'organisation. Clairement de l'organisation. Ça, c'est la première chose. Comme je t'ai dit aussi, l'autorisation de découvert, elle peut permettre aussi de sortir ces 6 000 euros de façon ponctuelle et dire je sais qu'il va y avoir des rentrées, je sais que je vais le louer très vite ce bien-là, donc je vais couvrir les 6 000 euros de découvert. Donc, hop, c'est parti. Et il faut convaincre le conseiller aussi. Alors, par exemple, là, si toi, tu as une société où tu n'as pas de découvert, et tu me dis, j'ai besoin d'un découvert parce que j'ai cet appartement-là, il va falloir l'argumenter. Parce que pour que j'aille te chercher 6 000 euros de découvert, moi, c'est un financement que je monte. Ouais. Donc, il faut l'argumenter, il faut que je sache combien ça peut te rapporter. Donc, si tu as envie de faire un prévisionnel, tu peux. Mais après, on va dire que pour une autorisation de découvert, on va peut-être pas faire un prévisionnel parce que ça coûte de l'argent aussi. Mais voilà, ça s'argumente. Voilà. Ok. Et justement, on en revient, quelles sont les erreurs que les entrepreneurs font, mais cette fois dans la gestion bancaire, que tu vois souvent revenir justement? Souvent, j'ai l'impression que des fois, il y a un écart entre la réalité et le souhait de l'entrepreneur. Alors, en sachant que j'ai pas vocation à être dans le secteur d'activité de l'entrepreneur. Donc, ce que je le dis avec des pincettes. Mais je peux te donner un exemple concret que j'ai eu récemment. J'ai un client qui est venu me demander 1,2 million de financement, sans expérience d'entrepreneuriat, sans expertise sur le secteur d'activité sur lequel il va.
et avec un projet dit innovant et nouveau. Ok. C'était quoi? Tu peux le dire ou Je peux pas le dire. Ok, d'accord. Secret professionnel. Mais et en plus, il n'avait pas le profil client jeune, dynamique. C'était plutôt qui approchait de la retraite. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, clairement, pour moi, il y a trop de points qui n'allaient pas. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans la maîtrise du risque. Premier point, innovant, risque, Ouais. parce qu'on n'a pas d'existant, on ne peut pas s'appuyer sur l'existant pour dire dans ce secteur d'activité, ce projet-là, il a déjà fonctionné. Ouais. Deuxième point, pas d'expérience risque, Ouais. parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir gérer tout simplement l'entrepreneur. Troisième point, marché, on ne sait pas si ça va fonctionner auprès des clients. Ouais. Donc, logique du dossier, est-ce qu'on n'a pas d'existant encore? Donc, ça fait beaucoup. Donc, déjà, un point, il faut aller le défendre quand on y croit vraiment. Ouais. Alors, quand on a trois, on oublie. Voilà. Okay. Moi, ça reste dans mon bureau, j'envoie aucun dossier nulle part. Okay. Non, mais voilà, quoi. Et du coup, comment anticiper les besoins bancaires lors d'une expansion? Je crois que tu m'en as déjà parlé de celui-ci, mais si tu en as d'autres... Juste, est-ce qu'on peut revenir sur ta question là des erreurs? Oui. Voilà. Juste pour revenir sur ta question des erreurs, je trouve que c'est important aussi pour l'entrepreneur d'avoir une approche unique avec le conseiller. C'est-à-dire que si tu viens me voir demain, toi Raphaël, tu viens dans mon bureau et tu me dis bonjour, je cherche un financement. Je sais pas, je viens te voir Jérémy, toi, parce que je pense que tu peux me faire un financement. Tu me dis je cherche un financement. Continue de chercher en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut venir et dire coucou, je peux t'inviter au restaurant. Non, pas du tout. Alors là, c'est pas la bonne approche du tout non plus. Non, mais en fait, c'est important d'individualiser la relation, quoi. C'est-à-dire que je viens te voir, toi, t'es conseiller à telle agence, t'es professionnel, je crois en ton expertise, voici mon projet, je te le présente, est-ce que tu peux m'aider? Ok. Mais c'est pas, est-ce que vous, les banquiers, vous pouvez m'aider? C'est est-ce que toi, tu peux m'aider? Ok. Et ça, il y a des entrepreneurs qui savent le faire. Ouais. Et donc, eux, allez, je vais la sortir l'expression, je suis prêt à mourir pour eux, moi. Ah ouais? Ah, mais vraiment, je suis prêt à mourir pour eux. Eux, là, j'ai envie de les accompagner, mais jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Moi, la réussite de mon métier, elle intervient là. Quand l'entrepreneur, il m'a dit, je compte sur toi. Ouais. Et peut-être qu'il compte sur d'autres personnes, hein, peut-être qu'il va voir d'autres banques, je ne sais pas. Mais quand il me dit, je compte sur toi, Jérémy, j'ai besoin que tu m'aides, je crois en ce projet, est-ce que tu y crois? Donc déjà, bon, il faut que j'y croie dans ce projet. Donc la logique du dossier toujours avant. Hein. Ouais. Mais si en plus il vient individualiser cette relation, alors là, franchement, Jérémy, je crois en toi. J'ai besoin de 5 millions. Logique du dossier, voilà, on s'arrête là. Au revoir, monsieur. Café, vous voulez un café, vous voulez de l'eau? Merci, au revoir. Mais je crois en toi. Tu peux croire en moi, mais comme je t'ai dit, premier point, logique du dossier, quoi. Ok. Non, c'est cool. Et comment anticiper, du coup... non, ça, je l'ai dit. Comment anticiper les besoins bancaires lors d'une expansion? Je pense que tu as déjà répondu à ça ou pas? Non, pas encore. Anticiper les besoins bancaires lors d'une expansion, ça va paraître redondant, hein, ce qu'on se dit. Hein. Ouais, mais je dis clairement, c'est pas redondant. Il faut se l'imprimer, il faut se le coller dans le cerveau. Cocher les cases. Vous avez un partenaire bancaire, il est mutualiste, il est sociétaire, par exemple. La banque dans laquelle vous êtes, elle est sociétaire. Allez prendre des parts sociales. Jouez le jeu de l'épargne. Prenez de la prévoyance, vous en avez besoin. Allez pas le prendre à droite ou à gauche. Donc, déjà, anticiper mon expansion, c'est déjà cocher toutes les cases qui font que quand je clique sur la fiche client de Raphaël, Raphaël, c'est un client qui a joué le jeu, qui a compris mes valeurs,
qui lui-même a ces valeurs-là, puisqu'il a joué le jeu. Mais je vois très bien ce que tu veux dire, parce que indirectement, je le prends sur, par exemple, la dernière société de ménage que j'ai eue, comment je les ai recrutés. Ils m'ont appelé, Raphaël, on te suit et tout, on aime vraiment ce que tu fais, t'es inspirant, nana, etc. Est-ce qu'on peut travailler avec toi? Ils croient en moi. J'ai dit oui. Ah bah J'ai dit voilà, ok. tu vois. Après, ils m'ont mis des prix de fou, mais juste parce qu'ils croyaient en moi, Voilà. écoute. Voilà. Après, comme je te dis, en plus de croire en toi, c'est Ouais. aussi est-ce qu'ils ont coché les cases aussi, tu vois? Est-ce qu'ils sont organisés? C'est Est-ce que, vrai. tu vois? Non, non, franchement, pour ça, C'est le coup. c'est ça en fait. Faut coupler tout, C'est hein. ça en fait. Non, et derrière, j'ai rien à dire, tu vois. Voilà. Et ils sont réactifs, ils ont coché les cases parce qu'ils ils me disent qu'ils veulent me suivre dans Dans ton mon projet, challenge, etc., mon projet, qui me suivent, qui croient en moi, etc. Et est-ce que ils peuvent indirectement travailler avec moi? Et moi, ça, j'ai dit ok, tu vois. Et ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais c'est pas parce qu'on fait cette interview que tu auras un financement à la fin. Merde. J'ai essayé. Ok. Donc, écoute, Jérémy, merci. Et tu penses que les banques sont-elles prêtes pour la nouvelle génération d'entrepreneurs? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont qui est en train de s'ouvrir. Je sais pas, je pense à l'IA, je pense à la crypto, je pense à la LCD, je pense à plein de choses. Est-ce que tu penses que vous êtes prêts à ça, ou les banques? On est dans un tournant. Ouais, Clairement, on est en plein dans un virage là. La nouvelle génération, les fraudes, ouais, l'IA, on est clairement dans un virage. Avoir la prétention de te dire que est-ce que les banques vont bien le prendre ou pas, je sais pas. Euh, J'aurais tendance à dire que déjà, il y a des nouveaux partenaires bancaires qui ouais, ont très bien compris qu'il y avait ce virage ouais, et qu'elles sont déjà tout droites, quoi. ouais, ouais, ouais. Je vais pas les nommer, mais surtout pour les pros, les professionnels, il y a certains partenaires, vous avez un compte en une demi-heure. Ouais, Vous avez une attestation de dépôt de capital en 2 c'est secondes. vrai, ouais. Voilà. Vous avez vos terminales de paiement en 5 Ouais, jours. ouais, ouais, Enfin, voilà. Je pense que moi, vis-à-vis de mon métier, je sens qu'il y a un virage qui se prend. Il est parfois, je trouve, un peu lent, mais il se prend, clairement. Je pense qu'on est en train de s'adapter, qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Je ne sais pas si vous avez vu les actualités, mais vous avez des établissements qui ferment pas mal d'agences. L'objectif, je pense que c'est aussi de retirer le côté physique Ouais, pour c'est ça. digitaliser un peu la Mhm. relation. Parce que tout le monde est derrière son portable, tout le monde on fait les choses à distance, on n'a pas envie de perdre le temps de se déplacer maintenant. Donc, je pense que on va s'adapter. Ça va prendre son temps en France. Mhm. Mais je pense qu'on va s'adapter, oui. Ok. Et si tu avais 30 secondes ou moins ou plus pour parler à tous les banquiers de France, tu leur dirais quoi sur la LCD? Euh, alors, j'essaierai pas de les convaincre de quoi que ce soit déjà. Ok. Chacun son avis. D'ailleurs, moi j'ai le mien. Oui, d'ailleurs, on en parlait. Toi, apparemment, t'es pas trop pour. Je suis pas trop pour la LCD parce que on va dire que c'est une question de Mhm. valeur personnelle. Je vais pas être non plus contre, en fait, mais moi je suis pas pour dans le sens où euh, j'aime pas le virage qu'on prend. C'est-à-dire que le fait de vendre du sommeil, de, tu vois, dans cette société, je trouve que demain, dans mon bâtiment où j'ai acquis mon bien Ouais. à tel montant, où je suis allé chercher de la tranquillité dans telle ville, Oui. et j'ai 3 propriétaires qui font de la LCD, et j'ai des allers-retours tout le temps dans mon immeuble, des gens qui connaissent mon code, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je peux qui comprendre. sont pas propriétaires, qui ramènent d'autres gens pour faire des fêtes ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'est le côté un peu négatif de la LCD, mais ça fait pas partie de mes valeurs d'aller trop sur ce sujet. Et d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec les villes qui ont
un peu réglementé et vraiment légiférer sur ce sujet-là. Donc je sais plus exactement, toi tu dois connaître beaucoup mieux que moi, mais je sais que New York par exemple, ils ont mis un temps maximum. Je sais qu'au Canada, c'est minimum 6 mois je crois qu'il faut pour louer son logement. Enfin bon voilà, enfin, je le sais entre guillemets, hein. Je suis pas sûr des chiffres que je donne, mais voilà, moi je laisserai chaque banquier se faire son avis. Alors c'est vrai que ton approche à toi, Raphaël, moi je l'ai trouvée innovante parce qu'en fait elle cadre la LCD. Et en plus, pour être proche de toi, je sais quelle est ton approche. Ouais. Et donc je pense que demain, d'ailleurs, si tu vas parler à une banque, il faut que tu mettes en avant ça dans ton business plan. C'est-à-dire que toi, ta LCD à toi, c'est pas la LCD de celui qui veut faire absolument de la plus-value et qui s'en fiche, qui est, par exemple, je sais pas si on peut le dire, mais des phénomènes de prostitution à cause de ça, qui s'en fiche qu'il y ait des fêtes dans le logement. Toi, je sais que tu es super carré à ce niveau-là. Et ça, si tu le mets en avant, on peut entrevoir la chose différemment. Ok. Donc, je laisserai les gens se faire leur avis, mais c'est vrai que il faut présenter aussi la chose dans la façon dont tu la présentes, quoi. Ok, bah écoute, merci. Hein. On arrive à la fin. Donc, dis-moi un petit peu, toi, est-ce que tu as des projets en cours en termes d'investissement immobilier? Bah écoute, pas en LCD apparemment. Mais en investissement IMO ou autre? Oui, j'ai des projets en cours, bien sûr. J'ai des projets en cours. Je viens d'acquérir un logement récemment, dont je suis très content parce que c'est un vrai challenge. Il y a des travaux. Félicitations. Ouais. Merci, c'est gentil. J'ai des projets aussi dans l'île dont je suis originaire, la Guadeloupe, où il y a par exemple, il y a un vrai phénomène de LCD, et notamment, ben voilà, si j'avais réagi égoïstement, ben, la parcelle que j'ai acquise, j'aurais pu aussi la mettre en LCD, mais je suis complètement contre. Mais oui, j'ai des projets en cours immobiliers. Clairement, pour moi, l'immobilier, moi, maintenant que je sais ce que c'est, pour moi, c'est vraiment la case à cocher. Excusez-moi de cette expression que j'ai pas mal répétée, mais c'est la case à cocher. Enfin, il faut investir en immobilier. Il faut investir en immobilier. Je peux comprendre qu'on ait certaines craintes avec les rumeurs qu'on entend. Après, moi, je suis quelqu'un qui vit risqué. C'est peut-être à l'opposé. Ne lui donnez pas votre dossier. Non, mais c'est peut-être à l'opposé de ce que je disais, hein, la maîtrise des risques quand on est en banque. Mais voilà, j'ai des objectifs dans la vie et je pense qu'il faut passer par l'immobilier pour les atteindre, quoi. D'accord. Et on peut te retrouver où, du coup? Nulle part. Non, mais je vous le dirai pas pour des soucis de secret professionnel et de confidentialité. Mais est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre sur Instagram au moins? Il y a mon nom, mon prénom, en effet. Jérémy Govardan, donc qui sera affiché juste là, ou là, qui sera affiché. Mais voilà, je donne des petites conférences de conseils plus à destination des particuliers depuis quelques temps. Donc on a fait une première session, on fait une deuxième session en mi-décembre qui a été fortement appréciée, la première session, donc j'étais très content, où en fait j'essaye de ne pas avoir la même approche qui est de vous dire voilà, dépenser 300 € dans une formation pour aller investir. J'essaie juste quand on n'a pas l'environnement qui nous permet d'avoir l'approche immobilier, juste de vous donner l'environnement, les connaissances, de se dire que c'est pas une montagne à franchir d'investir en immobilier, c'est juste des étapes. Voilà. D'accord. Ben écoute, Jérémy, merci. Merci à toi, Raph. Et puis à tout de suite. Sans problème.